20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Grève de faim illimitée des inspecteurs de l'INSEPS. Ils sont 14 au total à réclamer leur recrutement au niveau de la fonction publique. 7 d'entre eux ont déjà entamé leur diète et s'engagent à la poursuivre jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Week-end macabre sur les plages de Dakar. Un bilan lourd qui fait réagir les autorités. Le ministre de l'Intérieur demande aux Sénégalais d'éviter les plages interdites. Le préfet de Pékin, lui, invite les maires à recruter des surveillants de plage. Elle s'appelle Ndeye Koumba Diop. En 48 heures, sa vidéo a fait exploser les réseaux sociaux. De vives réactions pour protester contre l'agression dont elle a été victime et sanctionner son agresseur, qui n'est autre que son mari dans cette édition. Les réactions des acteurs de la justice, de la société civile, des autorités et des Sénégalais. Bilan de la 13e législature après une année de fonctionnement, 27 lois votées au total, mais un constat, aucune proposition de loi émanant des parlementaires. Une situation qui fait réagir du côté du pouvoir comme celui de l'opposition. Aïmerou Ning, Pape Sanyambaye ou encore Momodou Diop Decroix en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous, je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, une diète jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications. Ils sont 14 au total, tous inspecteurs de la jeunesse et des sports. 7 d'entre eux ont déjà entamé une grève de faim illimitée. Ils exigent leur recrutement dans la fonction publique. Je vous propose d'écouter tout de suite le porte-parole du collectif. Il s'agit de Moussa Grégoire Faye, il est au micro de Mambiram Diouf. Nous avions d'abord tenu à rencontrer les autorités impliquées ou à leur adresser des correspondances officielles. Il s'agit des ministères des Sports, ministère de la fonction publique et des services de la primature et de la présidence. Depuis un an, nous essayons de travailler avec ces autorités, mais il se trouve que toutes nos démarches et nos alertes sont restées sans suite. Pour demander notre intégration dans la fonction publique qui est suspendue à la signature d'un décret. C'est donc dire qu'au moment où nous parlons, toutes les autorités concernées sont au courant de l'injustice dont nous sommes victimes, du traitement inéquitable dont nous sommes victimes. Donc nous sommes en train d'accomplir un devoir citoyen qui consiste à accepter une autoflagellation, à accepter une automortification du corps pour tout simplement obtenir gain de cause, parce que cela fait exactement 365 jours, 12 mois et donc un an que nous attendons ce décret-là qui tarde encore. Et dire que avant même la fin de notre formation, c'est-à-dire juillet 2017, nos postes étaient déjà disponibles au niveau de la fonction, au niveau du ministère, de notre ministère de tutelle, à savoir le ministère des Sports. Retour sur cette série noire sur les plages de la banlieue depuis le début de l'été. Le bilan est lourd. Déjà 16 personnes enregistrées, mortes par noyade selon le préfet de Pékin. Une situation, des chiffres plutôt qui font réagir le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en appelle à la responsabilité des jeunes. Le patron plutôt de la protection civile demande aux Sénégalais d'éviter les plages interdites. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprimait en marge de la cérémonie de sortie de promotion des élèves de la police. Nous l'écoutons au micro d'Ibou Diouf. Je le suggère si possible d'éviter comme moi, puisque moi je ne sais pas nager, je ne vais pas à la mer. Surtout quand c'est interdit. Il faut que les jeunes soient plus conscients de ça. Quand la plage est, pour les endroits où il est interdit de nager, qu'ils ne rentrent pas dans la mer, tout simplement. Et nous parlons environnement à présent avec ce cri de cœur de la Perle. La Perle, c'est la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral. Ses membres reviennent à la charge. Ils réclament une meilleure défense du littoral et pour cela, ils appellent l'État à définir un atlas de potentialité de manière à utiliser l'espace de façon juste et équitable. Mambiram Diouf. C'est le reflet d'une gestion calamiteuse du littoral et Mortarbonne ne cache pas son indignation. Privatisation de l'espace, occupation anarchique et illicite, l'accès à la plage presque inexistant avec toutes les conséquences que cela engendre. Ici, ce sont des maisons, c'est des constructions de toutes sortes. Mais ce qui l'a permis, des maisons, des pavillons, même quand c'est des hôtels. Mais vous avez vu, aujourd'hui, on dit dans le monde que Dakar est la deuxième ville la plus polluée dans le monde. Mais pourquoi est-ce que, bon Dieu, Dakar étant battu par les vents,
Les vents sont censés balayer la pollution et on se retrouve dans cette situation-là. Là encore, c'est la manière dont on a construit sur ce littoral. Et pourtant, le Sénégal peut être un modèle comme d'autres pays tels le Maroc où existe un atlas des potentialités du littoral, dit-il. À chaque centimètre carré du littoral, on sait qu'ici, c'est des sites touristiques. Ici, c'est culturel. Ici, on peut y faire telle chose. Ici, c'est des plages. Ici, c'est pour tout le monde. Ici, c'est pour faire du sport, etc. Et derrière tout cela, il y a une politique nationale d'architecture. Ce que nous avons proposé et préconisé au niveau de la Perle, que nous avons proposé au gouvernement, c'est une politique nationale où 60% peuvent être construits, mais pas en bétonisation comme ce que nous voyons, 40% d'espace vert. Réviser la loi de 1976, c'est ce qu'il propose. Depuis un certain nombre d'années, il y a une disposition légale qu'on fait jouer, qu'on appelle une disposition de déclassement, qui permet de déclasser un terrain de la domanialité littorale pour l'amener dans la domanialité globale, ce qui permet de donner, de faire ce qu'on veut. Selon la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, une bonne gestion du littoral est une affaire de tous. Le premier concerné, l'État, doit donc y veiller rigoureusement. Retour à présent sur cette vidéo qui a fait le tour de la toile et fait exploser les réseaux sociaux. Elle s'appelle Ndeye Koumba Diop, elle est âgée d'à peine 18 ans et elle a été battue violemment par son mari pour une banale histoire de moustiquaire. Seydi Gassama vient de réagir. Le directeur d'Amnesty Sénégal réclame une lourde sanction à l'encontre de son agresseur et s'engage à poursuivre le combat jusqu'au bout de cette affaire. Je vous propose de l'écouter au micro de nos reporters Bakary Konté et Khalid Diamé. Extrêmement choquante, qui n'est pas un fait divers, comme beaucoup de personnes, y compris dans la presse, tentent de la faire passer. Cette vidéo constitue une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne. Et le type d'atteinte de violence faite aux femmes qui malheureusement ont lieu tous les jours dans ce pays et qui sont couverts par le silence des victimes, par le silence des familles, par le silence des communautés. La violence faite aux femmes constitue une souffrance inouïe envers les femmes, envers leurs enfants, et il est temps que la société sénégalaise dise non aux violences faites aux femmes. Il est temps qu'en tant qu'individu, en tant que communauté, nous disions non aux violences faites aux femmes. Et je voudrais vraiment exhorter tous les Sénégalais, où qu'ils soient, à dénoncer ce type de violence-là. Et surtout demander au parquet de se saisir, de s'auto-saisir à chaque fois que ce type de violence-là est mis sur la place publique. Parce qu'il ne faut pas toujours compter sur les victimes pour dénoncer. Il y a beaucoup de pression familiale, beaucoup de pression des communautés, y compris des chefs religieux, contre les victimes pour qu'elles ne dénoncent pas. Donc chaque fois que des citoyens ont pu mettre ce type de violence dans l'espace public, il faut que le procureur s'auto-saisisse et puisse mettre la main rapidement sur le coupable. Et je voudrais dire que pour le cas de Touba, nous allons suivre. Parce que si on ne suit pas, très bientôt, cette personne va retourner à la maison. On va la laisser rentrer. Il n'est pas question que cette personne obtienne une quelconque forme de liberté pour rentrer chez elle. Elle doit rester en prison, elle doit être jugée, et elle doit écoper de la plus lourde peine possible. Et à l'instar de Seydi Gassama, c'est la société sénégalaise dans son ensemble qui s'est indignée de la maltraitance dont cette jeune épouse a fait l'objet. Nombreuses sont les réactions sur les réseaux sociaux pour condamner fermement cet acte odieux. Acteurs de la justice, religieux, s'expriment dans ce reportage signé Habib Faye. Ndeye Koumba, 16 ans, molesté par son époux avec un fil électrique à Touba, un acte ignoble décrié par les porteurs de voix. Sur les réseaux sociaux, l'acte ne passe pas sans commentaire et pourtant, la religion condamne toute forme de violence dans la vie conjugale. Un phénomène que l'islam et les autres religions révélées condamnent fermement et n'apprécient guère. Quand il y a conflit entre deux conjoints, en fait, il y a des procédures de médiation, en fait, n'est-ce pas? Premièrement, peut-être vous pouvez l'appeler, vous discutez avec elle, n'est-ce pas? Si ça ne va pas, vous le sermonnez. Si ça ne va pas, vous passez à la correction. Mais en fait, une correction qui ne va pas en fait la blesser. Sur le plan juridique, le code pénal sénégalais prévoit des sanctions. Légalement, il n'y a aucune circonstance qui permet à un mari de lever la main sur une femme ou sur sa femme. D'un cas où une femme a été battue, ou bien, et même par n'importe qui, notamment par son époux, on est en présence de coups et blessures volontaires. Ceci est matérialisé par ce qu'on appelle un certificat médical.
un certificat médical qui consacre ou bien qui constate une ITT. Une ITT maintenant qui peut aller d'un jour jusqu'à 21 jours, jusqu'à plus. Son visage tuméfié sans compter ses blessures et son corps ensanglanté et lacéré, la jeune mariée désormais soutenue. C'est inacceptable au regard de notre culture, au regard de nos religions et au regard aussi de la loi. Ceci étant dit, je pense que malheureusement ce cas n'est pas un cas singulier. Et ça repose la question aujourd'hui du rapport entre les hommes et les femmes. Et ça repose aussi la question des violences domestiques qui ont été banalisées. Face à une société moins indulgente avec les femmes qu'avec les hommes, ces acteurs punissent ces agissements. Notre société en produit et malheureusement il y aura des éléments de pression pour qu'il n'y ait pas une sanction par l'état de droit, une sanction par la justice. Et c'est des groupes aussi qui sont les gestionnaires de cette idéologie de rapport de force de l'homme sur la femme. L'avocat d'Ndeye Koumba porte l'affaire devant la justice pour que ces actes soient bannis à jamais. L'oppresseur est enfin arrêté par les forces de l'ordre après une courte fuite. Et voilà, donc, comme vient de nous le dire notre reporter Habib Faye, le mari de Ndeye Koumba Diop a donc été arrêté par la justice sénégalaise. Il est actuellement en prison et selon l'avocat de la partie civile, des membres de la famille cherchaient encore à brutaliser la victime pour non-soumission. Il pourrait écoper d'une peine de 5 ans de prison. Babacar Diouf. L'époux de la femme battue à Touba est désormais dans les liens de la détention. L'homme a été arrêté par les forces de sécurité. La confirmation de l'avocat M. Abdoulaye Babou, il défend les intérêts de Ndeye Koumba Diop. Je le confirme parce que des dispositions ont été prises et aux environs de midi, nous avons appris que Barsow, le mari, a été arrêté. Curieusement, ajoute l'avocat, une partie de la famille a failli encore brutaliser Ndeye Koumba pour non-soumission. J'ai déposé plainte entre les mains du monsieur le procureur de la République de Mbacké. Par la suite, une enquête a été ouverte. Mais ce qui est arrivé ce matin, c'est qu'une partie de la famille, ceux qui n'étaient pas d'accord pour que Ndeye Koumba dépose plainte, et bien ces gens-là se sont organisés en commando à la recherche de la fille pour la battre. Là, je précise que heureusement, les forces de sécurité ont été promptes à agir. C'est ainsi que depuis Dakar, des instructions ont été données. La femme a été sécurisée et des éléments civils se sont postés aux alentours pour sa sauvegarde. Une affaire qui ne saurait s'éteindre, même avec le désistement de la victime. Si Ndeye Koumba Diop devait retirer sa plainte, ce n'est qu'une action civile. Mais l'action publique appartient au procureur de la République qui l'exerce au nom de toute la société. Donc une affaire qui a fait tant de bruit, qui a troublé l'ordre public, il n'est pas question. Le mari présumé coupable pourrait prendre 5 ans de prison si les faits qui lui sont reprochés sont avérés. Et retour à Dakar, dans sa banlieue, précisément à Guinaw Rail. Les populations ont arboré aujourd'hui des brassards rouges pour déplorer l'insalubrité du canal d'évacuation qui jouxte leur marché. Ils réclament son curage dans les meilleurs délais. Je vous propose d'écouter Pape Ndiaye, plutôt, le porte-parole du collectif au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Sur le plan salubrité, c'est plus que de l'insalubrité, c'est un désordre, c'est une attaque à la santé publique qui peut générer vraiment pas mal de maladies, pas mal de défauts sanitaires, pas mal de risques pour la jeunesse de Guinaw Rail Sud. Et là vraiment, on demande à toute autorité compétente et censée pouvoir nous aider à fermer ou à cuver ce canal qui ne fait que générer de la saleté, des maladies, mais également un risque capital pour la santé de la population de Guinaw Rail Sud. Chaque année, avant chaque campagne hivernale, on est là à nettoyer, à vider ce canal-là. Mais à la longue, on a remarqué que la saleté n'a fait qu'augmenter.
Parlons éducation à présent. La conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur refuse de recevoir les nouveaux bacheliers. Elle réclame à l'État du Sénégal des impayés d'un montant de 16 milliards de francs CFA. En point de presse, la CPES invite l'État à s'acquitter de la dette si toutefois il souhaite l'intégration des nouveaux diplômés. Cher Diop. Aucun bachelier pris en charge par l'État ne sera reçu dans les universités privées à la prochaine rentrée académique. Position ferme adoptée par la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur du Sénégal. Ce n'est pas parce que nous ne le voulons pas, mais nous ne le pouvons pas. On ne peut pas avoir une dette aussi grande, cumulée sur 2 ou 3 ans, et pour vouloir continuer à recevoir encore des étudiants, cela amène des problèmes. La CPES se radicalise ainsi à cause des impayés. L'État n'a pas réglé la dette de 2017-2018 qui tire à sa fin. On est aujourd'hui le 31 juillet. On devait aller en vacances. On ne peut pas à cause des étudiants qui continuent encore à étudier chez nous. L'État n'a pas payé l'intégralité de cette dette de 2017-2018 qui s'élève à peu près à 11 milliards. L'État ne l'a pas payé du tout. Et la dette de 2016-2017, l'État nous doit plus de 50% de cette dette, à savoir 5 milliards 800 millions et quelques. L'organisation promet de respecter ses engagements envers les étudiants déjà orientés de ces établissements. On a accepté des étudiants qui sont montés jusqu'à 40 000 l'année 2016-2017. Cette année, ils sont autour de 33 000 qui sont dans nos écoles, qui déjà fait l'équivalent des 3 universités régionales du Sénégal. Et cela avec un budget que vous avez connu, sur 2 ans, l'État nous doit cumuler, ça fait 16 milliards. Nous sommes à la fin de l'année. L'essentiel des étudiants ont été formés. Il reste maintenant à organiser leurs examens, pour certains organiser les remises de diplômes et autres. Nous pensons, pour les écoles qui pourront le faire, on leur a demandé au niveau de la CPES de continuer. L'intervention du président de la République du Sénégal est sollicitée pour mettre fin à cette situation difficile de ces établissements privés de l'enseignement supérieur. Politique à présent, bilan de la 13e législature après une année de fonctionnement. Au total, 27 lois votées, mais un constat, aucune loi ou proposition de loi émanant des parlementaires. Une situation qui fait réagir du côté du pouvoir, comme celui de l'opposition, Aïmé Rouning, Mamoud Diop Decroix ou encore Pape Sagna Mbaye. On en parle dans ce reportage signé par Faraning. Aucune proposition de loi venant des députés en une année. L'Assemblée nationale manque-t-elle d'initiative? De ce point de vue, je crois qu'il doit être clair au niveau de tous les Sénégalais que l'initiative de la loi peut venir du gouvernement comme elle peut venir du Parlement. Nous n'avons pas eu à aborder un sujet important qui nécessitait qu'on fasse un projet de loi parce que nous avons travaillé en parfaite symbiose avec l'exécutif. Ce n'est pas aussi que les députés qui sont là peut-être manquent d'initiative pour pouvoir faire des propositions de loi, etc. parce que c'est libre par rapport à la chose normale agréée par le fait majoritaire. Pour le député Mamoud Diop Decroix, l'institution n'est qu'une coquille vide. J'ai toujours dit que la République a disparu au Sénégal. Il faut bien voir, la République c'est quoi? C'est les 3 piliers. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Et ces 3 institutions doivent être indépendantes et doivent se respecter mutuellement. Mais ici au Sénégal, l'exécutif a cannibalisé les 2 autres institutions. L'Assemblée, elle est là sans être là. L'opposition parlementaire joue-t-elle son rôle? Moi, j'ai déposé au moins 2 propositions de loi. Une proposition de loi pour modifier le règlement intérieur de l'Assemblée et donner du pouvoir aux députés. Elle n'a jamais été examinée. J'ai déposé une proposition de loi pour modifier le code électoral et même la Constitution en éliminant le Raougadou. Ça n'a pas jamais été examiné. Je suis sûr que d'autres députés ont déposé. Le bureau du président de l'Assemblée nationale dément. Extrait. Le président Moustapha Niasse, plus impartial que lui pour diriger dans la conduite et le management de l'Assemblée nationale, il n'y en a pas. Si proposition de loi pour proposition de loi devait venir de l'opposition, mais rassurez-vous, s'il n'y en a pas beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. C'est que tout projet de loi passe d'abord par un débat au niveau de la commission technique avant de venir en plénière. Si la majorité est satisfaite du bilan d'une année d'exercice, l'opposition parlementaire soutient que l'hémicycle est contrôlé par l'exécutif.
L'actualité politique marquée également par le démarrage du parrainage et la disponibilité des listes. Le ministre de l'Intérieur rassure. Aly Ngouille Ndiaye précise que l'arrêté fixant le démarrage sera disponible au plus tard le 28 août prochain et que les partis politiques auront plus de 4 mois pour aller à la quête des signatures. Je vous propose de l'écouter. Le ministre de l'Intérieur, il est au micro d'Ibou Diouf et Khadim Sissé. Je trouve que certains hommes politiques sont pressés, mais on a un peu de temps pour rester dans le calendrier. Toutes les activités liées au parrainage, surtout l'arrêté qui fixe le démarrage, sera bientôt disponible. Et à partir de cette date, les partis politiques vont pouvoir démarrer leurs activités pour trouver le maximum de signatures. Je pense que les gens peuvent démarrer quelques activités pour être prêts avant le jour J. Et puis réponse du berger à la bergère. Le ministre de la Justice répond aux critiques de Cheikh Bamba Dièye. Selon Ismaïla Madior Fall, les propos tenus par le leader du FSD/BJ sont tout simplement irresponsables. Je vous propose de l'écouter, toujours au micro de Pape Faraning. La justice aujourd'hui est attaquée par des hommes politiques irresponsables. Parce que les propos de celui que vous avez nommé tout à l'heure, qui n'a aucun respect pour les institutions de son pays et simplement pour les hommes et femmes qui animent aujourd'hui la justice. Heureusement que ce sont des paroles qui ne sont pas prononcées par des Sénégalais, par les Sénégalais dans leur ensemble. Heureusement qu'il s'agit juste de paroles qui sont prononcées par des hommes politiques en mal de popularité. Parlons à présent de cette cérémonie de sortie des élèves de la 44e promotion plutôt de la police nationale. Au total, 51 commissaires, 21 officiers, plus de 300 sous-officiers à intégrer les rangs. Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité, les nouveaux limiers rassurent et se disent bien outillés pour y faire face. Compte rendu de cette sortie de promo, c'est avec Ibou Diouf et Khadim Sissé. Ces agents de la police composent la 44e promotion de l'École nationale de la police. Ils sont 1910 au total. Des commissaires, des officiers de police et des sous-officiers. Une cérémonie qui récompense tant d'années de sacrifices. Mais dans un contexte où l'on parle de plus en plus de bavures policières. La police elle-même a commencé à prendre des sanctions. Pour votre information, j'ai sur ma table des propositions de sanctions de policiers qui ont commis des erreurs. On va les protéger dans leur profession, mais aussi s'il y a des manquements, il faut situer les responsabilités. Nous, notre rôle, c'est vraiment de mieux préparer les futurs policiers quand même à mieux exercer leurs fonctions. Nous sommes assez outillés maintenant. Nous avons reçu les enseignements qu'il faut. Les professeurs nous ont inculqué du savoir-faire et du savoir-être, vraiment pour faire correctement notre travail une fois sur le terrain. Bavures policières, menaces terroristes ou cybercriminalité, ces policiers ont appris les rudiments de leur métier pour pouvoir faire face. Donc c'est ce qu'on appelle les menaces de type nouveau. Donc toutes ces menaces-là que vous avez citées, le terrorisme, la cybercriminalité, ont fait l'objet soit de cours ou bien de conférences ici au niveau de l'École nationale de police. Ils ont choisi de faire carrière dans la police. Le respect de l'uniforme, des droits de l'homme, mais également veiller quotidiennement au bon rapport avec les populations. Il y avait des modules classiques. Maintenant, ces modules, on les a renforcés en sollicitant le renfort des organismes spécialisés. Nous avons pu également, en augmentant le quantum horaire, quand même à doter des élèves de meilleurs outils en matière de respect des droits de l'homme. Devant proches et amis et autres parents, ils étaient tous émus. Un autre défi à porter leur prière à la noble mission de la police nationale avec ce professionnalisme irréprochable. Et nous quittons Dakar pour Sédhiou. Sédhiou qui, vous le savez, vient d'étraîner un tout nouveau commissariat. Eh bien, le maître des lieux est désormais connu. Il s'agit de Pierre Damien Badiane, un homme du Sérail qui a fait toute sa carrière au niveau de la police et qui compte sur la collaboration des populations de Sédhiou pour mener à bien sa mission. Bakary Konté nous dresse son portrait. Le
commissaire Pierre Damier Badiane est entré à la police en 1983 comme gardien de la paix avant de passer inspecteur puis officier. Il a servi tour à tour à la 5e compagnie du groupement mobile d'intervention, à l'escadron des blindés du GMI, à la brigade d'intervention polyvalente, entre autres à la division des investigations criminelles. Depuis le 29 juillet dernier, il est chargé du nouveau commissariat urbain de Sédhiou. Il nous revient donc en tant que membre de la police nationale affecté ici à Sédhiou d'exécuter en toute loyauté les tâches régaliennes qui nous incombent dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Les missions du commissariat urbain de Sédhiou porteront essentiellement sur la protection des personnes et des biens, le maintien de l'ordre public et le cas échéant son rétablissement sous l'égide de l'autorité administrative, la recherche et la constatation des infractions aux lois pénales, y compris toutes les nouvelles formes de criminalité. Médaillé d'honneur de la police nationale, décoré de la médaille de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, titulaire du diplôme d'état français de l'École nationale supérieure de police, entre autres. Avec son parcours et toutes ses expériences, le commissaire Pierre Damier Badiane ne demande que la collaboration de la population de Sédhiou pour bien réussir sa mission. Allez, un tour au Mali avant la page des sports pour parler du scrutin présidentiel. Un scrutin jugé correct dans l'ensemble. C'est la conclusion faite par la mission d'observation de l'Union européenne. Elle révèle tout de même quelques irrégularités dans la procédure, mais aussi la fermeture de 767 bureaux de vote pour des raisons qu'elle dit ignorer. Je vous propose d'écouter Cécile Kiangé, qui est le chef de la mission de l'Union européenne au Mali, au micro de notre envoyé spécial Ibrahim Akana. Ces élections se situent dans un contexte particulier et c'était un des défis organisationnels et logistiques. On a 3 structures qui se sont occupées de l'organisation, mais il y a eu quelques difficultés, mais malgré ces difficultés, le vote a bien eu lieu. On a observé des irrégularités procédurales et j'insiste sur le fait du fait que dans la préparation de beaucoup d'agents électoraux, il n'y a pas eu une bonne maîtrise de ces procédures. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais il y a une liste qui a été publiée. En ce moment, on a 767 bureaux de vote fermés. Et on a demandé une liste détaillée et complète, mais je sais que cette liste n'était pas la même hier. Donc, on demande une liste complète et détaillée pour pouvoir faire une analyse complète. Que nous ouvrons tout de suite avec du football et c'est pour parler des compositions des différents groupes du tournoi UFOA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue en Tanzanie en 2019. Eh bien, ces équipes sont connues. Le Sénégal, hôte de la compétition, va évoluer dans le groupe A en compagnie de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone. Le groupe B réunira le Mali, la Gambie et le Libéria. Le groupe C, enfin, met aux prises la Guinée, la Mauritanie et le Cap-Vert. Le tournoi va se dérouler du 9 au 18 septembre prochain dans les stades Alassane Djigo de Pékin et Ngalandou Diouf de Rufisque. Allez, à présent, on parle de Zargo Touré qui rejoint la Super League en Turquie. Le défenseur international sénégalais qui quitte Lorient en Ligue 2 française pour signer un contrat de 3 ans en faveur de Trabzonspor, j'espère bien le prononcer. L'indemnité de transfert s'élève aux alentours de 196 millions de francs CFA. Absent de la sélection nationale lors de la Coupe du Monde 2018, Zargo Touré a l'occasion de rebondir dans un championnat plus relevé et espérer faire son retour dans la tanière. Et puis quelques rebonds sur les parquets avant de terminer cette édition. Absent lors de la dernière campagne de qualification des Lions du basket, Maurice Ndour promet de revenir au mois de septembre. L'international sénégalais a regroupé 12 centres de basket pour un camp de 3 jours. Du 27 au 29 juillet, Maurice Ndour veut ainsi redonner de l'espoir aux jeunes. Reportage. L'international sénégalais de basket Maurice Ndour promet de revenir en sélection au mois de septembre prochain. Il donne les raisons de son absence lors de la dernière campagne de qualification. Je voulais quand même être là parce que le coach m'a appelé, coach Adidas, il m'a appelé, nous avons échangé et bon, je ne pouvais pas venir parce que je devais gérer ma carrière professionnelle.
J'avais des séances d'entraînement que je devais faire au niveau des États-Unis, à la NBA. Et quand nous avons échangé avec le coach, il a compris. Et je lui ai dit que la prochaine campagne, je pense que c'est en septembre, il me verra, Inch'Allah. Présent à Hambourg pour organiser un camp de basket, Maurice Ndour veut contribuer à l'encadrement de la jeune génération. Le but du camp, c'est de créer des opportunités aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer à travers le basket et aussi à travers l'éducation. Parce que, comme M. Diop l'a dit, je pense qu'il y a une relation entre l'éducation et le sport. Donc c'est juste ces notions-là que nous voulons développer pendant ces 3 jours. Et nous aussi, ça nous sert d'apprentissage, je vais dire, parce que c'est ma première édition. Des jeunes basketteurs très enthousiastes pensent que ces 3 jours vont leur permettre d'acquérir une expérience de plus. Fin de ce journal, ravi de vous l'avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site préféré, www.igfm.sn. Excellente suite des programmes sur la TFM, excellente soirée. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Au revoir.